Bonjour à tous. Je vous remercie donc de pouvoir nous donner l'occasion de présenter notre travail sur l'élaboration d'un guide de recommandation sur le codage de la position sociale pour les dossiers des médecins généralistes. Alors le titre est un petit peu long comme ça. Je suis uniquement le témoin d'un groupe de travail qui a planché sur le sujet pendant 2 ans au total, dont vous verrez les différents membres. Donc personnellement, pour me présenter, voilà, je suis médecin généraliste dans le 93, je suis maître de conférence à l'Université Paris 13 et chercheur associé à l'IRDES. Je n'ai pas de conflit d'intérêts, que ce soit avec l'industrie pharmaceutique ou avec des syndicats professionnels de médecins. Alors, le contexte a déjà bien évidemment été rappelé par les présentations précédentes sur les inégalités sociales de santé, qui sont effectivement assez fortes en France, notamment quand on fait certaines comparaisons internationales, avec ce qui a déjà été dit dans les présentations précédentes, donc je ne vais pas forcément beaucoup m'étendre dessus, mais un système de santé qui, théoriquement, ne devrait pas, probablement, quand on regarde dans la constitution de ce qui fait sa force, ne devrait pas les accentuer autant qu'elles le sont actuellement, notamment parce qu'il y a une grande gamme de systèmes de protection sociale et de différents programmes. On a cité la CMU complémentaire, mais on peut citer également toutes les protections qui sont liées au travail, les accidents de travail, les arrêts de travail, etc., qui sont des mécanismes assez sophistiqués, assez poussés en France. Et puis, on a des effectifs importants de professionnels de santé. Si vous vous souvenez des diapositives de Florence Juzeau, où finalement on a une accessibilité, que ce soit aux généralistes ou aux spécialistes, qui est plutôt supérieure à celle qu'on peut trouver dans des pays industrialisés de taille comparable, avec des délais d'attente qui finalement, même s'ils sont dans le débat public à l'heure actuelle, ne sont pas finalement aussi catastrophiques que ça quand on regarde d'un œil international. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est que finalement, est-ce qu'il y a un mésusage qui fait que, par les patients, qui fait que les inégalités vont se creuser, donc c'est toutes les questions d'accès aux droits, etc., qui sont évoquées aujourd'hui, ou est-ce que c'est peut-être éventuellement les professionnels de santé qui eux-mêmes sont responsables d'un mauvais guidage, d'une mauvaise trajectoire des patients dans l'utilisation du système de santé, en prenant comme définition du système de santé la définition la plus large, c'est-à-dire pas uniquement les soins curatifs, mais les soins préventifs et de promotion de la santé, comme le rappelait Pierre Lombrail. Et donc, dans tout ça, il y a la notion d'équité, et j'ai failli mettre la diapositive avec les petites cagettes, là, justement, parce que c'est une diapositive qui est en train de devenir très connue, et heureusement que je ne l'ai pas fait, sinon il y aurait une petite redite. Mais l'équité était vraiment une dimension de la performance, puisqu'on peut mesurer de la performance en santé sur plusieurs aspects, la qualité des soins, l'accessibilité, le coût, etc. Mais l'équité fait partie des mesures classiques de la performance en santé populationnelle, mais aussi en soins primaires. Il y a un certain nombre d'études qui ont essayé de caractériser ce qui faisait le propre des soins primaires, donc qui sont les soins qui sont le premier contact de la population avec le système de santé. Et dans ces caractéristiques revenait quasi systématiquement l'équité, en fait. Et donc l'équité, je ne vais pas non plus m'étendre dessus, donc c'est effectivement l'idée que les soins doivent être proportionnels aux besoins de manière à ce que chacun puisse recevoir arrive finalement à un état de santé qui est comparable, quel que soit finalement son état d'origine. Il y a des problèmes d'équité d'accès, de traitement, de résultats. Ça a été suffisamment développé sur les interventions précédentes. Et donc finalement, on peut se dire que les soins primaires dans tout ça, vu que c'est le point d'entrée du système de santé, peut-être que leur premier rôle, c'est déjà de ne pas accentuer les inégalités sociales de santé. Si on veut rester modeste, on n'a peut-être pas forcément des leviers pour jouer sur les différents déterminants de santé, mais au moins si on peut faire en sorte qu'on n'accentue pas ces inégalités qui sont déjà présentes finalement, avant même que le patient puisse avoir contact avec le système de soins, ce serait déjà pas mal. Et donc, donc les soins primaires, comment peuvent-ils agir sur les inégalités sociales en santé ? Parce que déjà, c'est le premier contact et qu'on sait, de la même façon que les inégalités se construisent dans l'enfance, on peut assez facilement imaginer que si déjà, dans le premier contact, il y a des inégalités qui se creusent, eh bien, il y a le risque de se creuser encore plus tard par la suite, d'autant plus que ce premier contact est en charge de coordonner les parcours des patients.
Il faut bien évidemment que ce premier contact ne soit pas une barrière financière, c'est-à-dire que le renoncement au droit, s'il se fait déjà sur le premier contact, il n'y a pas les contacts suivants, bien évidemment. Donc l'accessibilité financière est une caractéristique forte des soins primaires qui peut éventuellement jouer sur les inégalités sociales en santé. Et enfin, les soins primaires, et notamment les médecins généralistes, sont des acteurs quotidiens de la prévention et de la promotion de la santé, éventuellement par des programmes nationaux qu'ils déclinent sur des versions individuelles pour leurs patients, mais aussi par des initiatives propres de suivi de leurs patients. Et maintenant, quelque chose qui est nouveau, et notamment, on peut le voir avec la notion de médecin traitant qui a développé ça, non seulement le suivi de leurs patients individuels, mais le suivi de leur patientèle. Donc c'est donc l'ensemble des patients qu'ils vont traiter. Et donc, notre idée dans ce groupe de travail, donc, qui s'est réuni sous l'égide du Collège de la médecine générale, qui est donc le collège de toutes les structures, la fédération de toutes les structures qui vont tourner autour de la médecine générale, que ce soit des structures professionnelles, syndicales, académiques, scientifiques, associatives, etc. Et donc, notre groupe a eu mandat donc, de travailler sur des recommandations qui permettent déjà de recueillir des informations. Avant même d'imaginer traiter les inégalités sociales ou d'essayer de les réduire en médecine générale, au moins essayer de connaître la position sociale de nos patients, ce qui n'est pas forcément si évident que ça au final quand on en a fait le constat. À plus long terme, on imagine que cette connaissance nous permettra de trouver des leviers d'action dans nos consultations de médecine générale. Et donc il y a un groupe de travail qui s'est réuni pendant 2 ans, avec uniquement des gens brillants. D'ailleurs, il y en a un certain nombre qui font des interventions aujourd'hui, et surtout d'un groupe de travail diversifié, des médecins, des chercheurs INSERM, des médecins qui travaillent en centre de santé, des médecins qui travaillent en libéral, des jeunes, des moins jeunes, etc., des personnes qui sont universitaires, d'autres qui ne sont pas universitaires. On a essayé de constituer un groupe de travail qui soit le plus diversifié possible sur ce sujet. Et donc la méthode que nous avons choisie, c'est la méthode Delphi, c'est-à-dire que nous avons d'abord fait une revue de la littérature pour savoir quels étaient les indicateurs de position sociale, de situation sociale qui existaient déjà, et nous avons ensuite demandé aux membres du groupe de travail de classer les indicateurs, de les scorer d'abord, et puis ensuite, bien évidemment, on en déduit un classement. Et cette méthode Delphi se fait en fait en différents rounds, et en fait on a fait 3 tours de Delphi, c'est-à-dire on fait un premier round où tout le monde met sa note, on met à disposition de tous ceux qui ont noté les notes moyennes et les commentaires, et puis on en discute, et puis on fait un deuxième tour, et puis on fait un troisième tour. C'est donc ce qu'on appelle une méthode de consensus qui permet d'arriver sur un résultat qui est partagé par le groupe. Les résultats, c'est qu'on a d'abord ciblé 7 informations principales, qu'on aimerait bien que les médecins généralistes puissent recueillir dès la première consultation. Alors il y a des choses très basiques, mais au moins c'est dit, au moins c'est marqué dans un rapport que le minimum du minimum, ce serait ça. Alors bien sûr, âge, sexe, adresse, ce sont des choses qui existent de façon écrasante dans la plupart des dossiers des médecins généralistes. Mais par exemple, renseigner la situation par rapport à l'emploi ou à la profession sont des choses déjà qui peuvent interpeller et qui ne sont pas forcément toujours en pratique à l'heure actuelle. Je vous attire votre attention sur le dernier item qui est capacité de compréhension du langage écrit, où en fait nous essayons par cette question-là d'approcher ce qu'on appelle la littératie en santé, donc qui est un concept sur lequel on peut revenir si vous avez des questions, mais qui ne mesure pas qu'une barrière de la langue, qui ne mesure pas que un problème d'alphabétisation ou d'illettrisme. Ça mesure la capacité à traiter les informations en santé concernant le patient. Et donc la question que nous souhaiterions que les médecins généralistes posent à leur patientèle, c'est « Avez-vous besoin que quelqu'un vous aide pour comprendre des ordonnances ou des documents d'information médicale remis par votre médecin ou votre pharmacien ?» C'est un peu long comme ça, on a le droit de la diviser en 2 ou 3 morceaux pour qu'elle soit bien compréhensible. Mais voilà, on passe beaucoup par l'écrit quand même en consultation de médecine générale, on fait des ordonnances, on donne des fiches conseils, etc. Si cet écrit n'est pas maîtrisé, si les ordonnances ne sont pas comprises, par exemple, eh bien, probablement que nous risquons d'accentuer un certain nombre d'inégalités préexistantes. Ensuite, nous avons sélectionné 9 informations complémentaires que vous pouvez voir là, et l'idée, c'est de les remplir petit à petit au cours des consultations successives.
Et il y a voilà, des questions qui parfois, selon les cultures, selon les habitudes des gens, peuvent être perçues comme légèrement tabous, comme difficiles. Et notamment, il y a eu des travaux de thèse qui ont été faits pour justement juger de l'acceptabilité de nos recommandations par les patients. Et par exemple, le statut vis-à-vis du logement ou la situation financière perçue n'ont pas forcément fait l'unanimité dans l'acceptabilité pour les patients, en fait. Hein, tous les patients se sont demandé, certains en tout cas, pourquoi on posait ces questions-là. On a eu un grand débat dans le groupe qui était finalement, est-ce qu'on raisonne en niveau d'intérêt ou est-ce qu'on raisonne en termes d'informations de base et informations complémentaires? Là, finalement, nous avons décidé de raisonner selon les deux niveaux. En fait, nous souhaitons avoir une espèce de gradation en fait, sur l'importance des différents indicateurs sur différents champs. Le premier niveau, c'est le niveau du patient. Je traite mon patient, j'ai besoin de ces informations-là pour le traiter, lui individuellement. Le deuxième niveau, c'est ma patientèle. Je sais que dans ma patientèle, j'ai en moyenne des gens qui se disent avec un statut financier difficile, une situation perçue financière difficile, etc. Et le troisième niveau, c'est le niveau de la recherche, c'est-à-dire comprendre ce qui se passe dans les cabinets de médecine générale, puisque vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'on manque énormément d'informations là-dessus à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Et donc, par exemple, si on prend le niveau 1, eh bien, par exemple, ça va être organiser un parcours de soins en secteur 1 parce qu'on sait que le patient n'a pas de possibilité de prise en charge des dépassements d'honoraires. Ça va être le risque professionnel, par exemple. À travers la profession qu'on demande, on va éventuellement pouvoir enclencher certaines actions en santé, d'autant plus que, par exemple, on sait qu'il y a une pénurie massive de médecins du travail et que certaines actions de prévention, de promotion de la santé sur le lieu de travail ne sont plus forcément réalisées dans les bonnes conditions. Le niveau 2, par exemple, ça va être, on va organiser notre accueil. Eh bien, on va éventuellement avoir un secrétariat qui va être à la fois téléphonique et Internet, et pas que des rendez-vous sur Internet, par exemple, parce qu'on sait que notre patientèle utilise mal Internet. C'est des exemples comme ça sur lesquels on peut revenir dans la discussion. Et puis c'est aussi parce que nous sommes de plus en plus en médecine générale et en soins primaires dans des structures pluriprofessionnelles, c'est pouvoir connaître sa patientèle pour pouvoir justifier auprès des tutelles les moyens qui sont nécessaires à la prise en compte des difficultés sociales de nos patients. Et puis le troisième niveau, c'est faire des observatoires, des études analytiques et puis imaginer, comme Pierre Lombraille en a parlé, faire des interventions sur des territoires ou sur des pratiques. Tout cela, ça a abouti à des recommandations pour les éditeurs de logiciels métiers, puisqu'on a plus de 75 à 80% des médecins généralistes qui maintenant utilisent un logiciel métier dans leur pratique quotidienne. Et donc, du coup, bien évidemment, ça va demander quelques adaptations de la part des éditeurs de logiciels. Et donc, le fait de passer par le Collège de médecine générale était l'idée de faire pression sur ces éditeurs pour qu'ils mettent ces informations et qu'on puisse faire un suivi, parce que l'idée, c'est pas forcément de demander la profession à un moment donné et puis s'en arrêter là, c'est de pouvoir faire suivre la carrière professionnelle, par exemple, d'un patient qu'on va suivre tout au long de sa vie. Pour en savoir plus, vous avez le site du Collège de la médecine générale, où vous allez donc pouvoir retrouver ce rapport, donc pourquoi et comment enregistrer la situation sociale d'un patient adulte en médecine générale. Donc si vous voulez avoir plus de détails sur la méthode, sur les résultats, etc., je vous invite à consulter ce rapport. C'est un travail qui commence à porter ses fruits. Il y a quelques éditeurs qui commencent à effectivement collaborer avec le Collège de la médecine générale pour justement essayer de diffuser les indicateurs dans leur logiciel. Et bien évidemment, le rôle du collège est de le diffuser auprès des médecins, et notamment, il y a une étude qui a débuté, qui est l'étude Recotest, où donc justement on essaye de déterminer si le recueil de ces indicateurs est faisable en population de médecins généralistes, on va dire, j'aime pas le mot lambda, mais en tout cas, population de médecins généralistes tout venant, avec pour l'instant 2 éditeurs de logiciels qui se sont impliqués dans ce travail, et c'est fait sur un financement de l'Institut national pour la prévention et de l'éducation à la santé. Je vous remercie pour votre attention.